j'étais là où je devais être avec une mission. Ça aurait été très différent. Et donc c'était ma priorité numéro 1. Je devais réussir, sinon qu'est-ce que je faisais là ? Première chose, c'est le mindset, c'est très important. C'est-à-dire que le mindset d'un fonds américain, c'est le même que celui d'un sales américain ou d'un client américain. Transactionnel. Transactionnel, on est là pour gagner, on y va quoi. On gagne, on avance quoi. Comme New Fund a dit avant, les gars, il faut aller aux US là. Bonjour à tous, c'est Salim Assad et bienvenue sur Scale to America, un podcast de New Fund. Ensemble, nous allons explorer les clés de la réussite des startups aux US. À chaque épisode, nous plongeons au cœur des expériences vécues par des fondateurs ambitieux qui ont osé franchir le pas pour étendre leurs activités aux États-Unis. Ils nous partagent sans filtre leur parcours et nous offrent des conseils précieux pour réussir à scaler aux US. Let's go! Olivier Payès, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les magnifiques bureaux d'Aircall pour cet épisode. On va aborder un thème particulier, comme tu le sais, c'est l'expansion américaine d'Aircall. Le pourquoi, les leçons que tu en as tirées et surtout les challenges à venir. Et avant de démarrer, je me permets de faire un résumé de ton parcours. Rapidement, tu me dis si c'est bon ou pas. Tu es diplômé d'HEC, tu démarres ta carrière au BCG où tu passes quasiment 7 ans avant de rejoindre ArcelorMittal où tu passes 6 ans en tant que General Manager Iberia. Puis en 2013, tu te lances dans la grande aventure en créant Aircall, SaaS de téléphonie d'entreprise. Quelques années à construire le produit, puis une croissance absolument fulgurante, expansion américaine. Aircall devient la 16e licorne française en 2021. Vous dépassez les 100 millions d'ARR en 2022. Un peu plus maintenant. Waouh. Est-ce que ça résume bien ton parcours ? Très facile. C'est à peu près ça. Avec, il manque l'étape New Fund qui rentre en 2015. C'est ça. Donc beaucoup de choses à raconter sur Aircall évidemment. D'ailleurs, tu as largement raconté l'histoire d'Aircall sur plusieurs posts Medium et dans divers podcasts. Maintenant, la question spécifique des US pour démarrer. Pourquoi ce fantasme autour des États-Unis ? Est-ce que c'est un truc dont tu rêvais depuis que tu étais gamin ? C'est quelque chose qui t'a excité quand tu as commencé chez eFounders ? Comment c'est arrivé ce fantasme d'y aller ? Ouais, alors pour peut-être parler comme un dinosaure, mais il faut se projeter dans le temps, virevolter dans le temps et revenir en 2013-2014. Et la France, l'écosystème France et Paris n'étaient pas tout à fait le même. Ça bouillonnait, c'était un peu l'époque The Family, etc. Mais il y avait vraiment, les US étaient vraiment très aspirationnels. Il y avait très peu de licornes, entre guillemets, ou de scale-up, on va dire, françaises. Toutes les grosses boîtes de software étaient américaines, les Salesforce, etc. Quelques anglaises. Et donc, assez naturellement, la première question qu'on s'est posée quand on a démarré Aircall, c'est est-ce qu'on a la possibilité d'être un acteur global ? Il y a des boîtes qui sont cantonnées en France, ou qui sont très fortement en France. On peut prendre, Doctolib, par exemple, c'est quand même très français, ça peut aller à l'étranger, mais c'est assez national. Nous, c'est vite, on se dit, c'est pas le cas, au contraire, puisque nous, on fournit une infrastructure de téléphonie, des numéros partout, de la connectivité partout. Et donc, si on veut être un acteur global, c'est beaucoup plus intéressant comme projet pour tout le monde, pour les founders et même pour les investisseurs potentiels. Mais pour être un acteur global, il faut gagner aux US. Donc, le raisonnement était comme ça. Parce que si tu ne gagnes pas aux US, tu ne peux pas gagner ailleurs. Si tu gagnes aux US, tu peux après travailler. Si tu es européen, c'est assez facile d'aller même en Asie, etc. Bon. Et donc, on a raisonné comme ça en disant que ça serait bête de passer à côté et de penser trop petit, quoi. Donc, il y a une certaine ambition. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, l'anecdote, c'est qu'on n'a pas créé de boîte française quand on a démarré. Je ne sais pas si tu sais d'ailleurs, mais notre première boîte, c'est Delaware C Corp, à distance, sans avoir ni produit, ni argent, ni équipe, ni rien. On prend Delaware C Corp, un avocat online qui nous l'a créé, qui nous a envoyé la facture quelques années plus tard. Et ça, c'était votre idée Alors, oui, c'était notre idée. On a monté Aircall dans un startup studio qui s'appelle eFounders Exa maintenant. Pour être tout à fait honnête, c'est Thibaut, sur ce point-là, qui nous a beaucoup poussé à maximiser notre ambition. Thibaut Elzière. Je me souviens comme si c'était hier. Moi, j'étais là, maintenant, on va embaucher des gens, on va y aller, on va créer une SARL, un truc simple, quoi. Il me fait, t'as pensé aux US ? Donc, le truc était là, pas évident, quoi. On n'a pas de clients, on n'a rien. Et en fait, en réfléchissant, je regarde un peu, et même les avocats US, ils ont des free trials. Donc, ils ont un truc où ils te le font gratuit. Et ensuite, tu payes que quand tu as levé de l'argent, si tu lèves de l'argent. Et là, tu payes beaucoup, mais tu t'en fiches parce que tu as levé de l'argent. Et donc, finalement, il dit, OK, écoute, on va plutôt faire ça. Et on se projetait un peu d'aller... Déjà, on veut faire une boîte mondiale, donc on ira un jour aux US. Donc, c'est plutôt pas une mauvaise idée. À l'époque, je connaissais bien Nico d'Algolia, qui avait commencé à faire son flip et il m'a dit, c'est une tannée.
de flipper après. Tu t'avais conseillé de démarrer directement. Voilà, il m'avait dit en tout cas c'est une tannée. Alors, et donc à la fois tu balances le fait que on n'a rien, donc peut-être qu'on est mort dans 6 mois parce qu'on n'arrive pas à lever. Tu dis en même temps c'est pas vraiment plus compliqué. Et donc autant le tenter. Et finalement pour nous ça a été plutôt plus simple. On vous a pris pour défaut au début dans l'écosystème ou... Non, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Alors l'écosystème ça dépend comment il faut définir l'écosystème. Je pense ça nous a pris peut-être 2 ans de mûrir notre ambition globale. Parce qu'au début, ce que je te dis, on y pensait, mais quand même, t'as quand même rien. T'as pas de produit, t'as pas d'argent, t'as pas de clients, etc. Mais c'est vrai on nous a pas pris pour des fous, mais on a eu l'impression d'être sur un track un peu différent de pas mal d'autres startups. Tu vois. De fait, d'ailleurs, on n'est jamais dans le Next 40, dans le FT machin, parce qu'on est une boîte de Delaware C Corp. Donc en fait, on est la 16e licorne parce qu'on a décidé de le dire qu'on était la 16e, mais il y en a une officielle du gouvernement parce que voilà, alors que tous nos employés sont en France, etc. Tu vois. Mais donc, plutôt qu'on nous a pris pour des fous, on est un peu sorti de cet écosystème-là. On a commencé à plus connecter avec l'écosystème New York, San Francisco, assez vite, modestement, tu vois, et moins l'écosystème parisien, notamment. D'accord. Et l'impact de Defender et un peu plus tard 500 Startups, c'était quoi finalement Est-ce que tu recommandes aux fondateurs qui veulent aller aux US d'absolument se faire accompagner par des accélérateurs sur place? Alors, c'est 2 choses différentes. Il y a vraiment le venture builder, donc de 0 à 1, puis après l'accélérateur de 1 à je sais pas combien, 1 10 ou voilà. Ce que eFounders, EXA maintenant nous a apporté, c'était une exigence sur le produit. Moi, je venais de l'acier, comme tu l'as rappelé au début. Donc, niveau de connaissance du software, 0. J'avais même pas par nos emails, c'était dans un système propriétaire à S400, à l'ancienne. Donc il m'a beaucoup donné ce goût de la beauté du produit, du beau software, du bel ouvrage, entre guillemets, quoi, pour parler un peu à l'ancienne. Et toujours poussé à essayer d'être ambitieux. Ça, c'était bien. Ce qui nous a aidé sur les US, non. Fondamentalement, non. Par contre, l'accélérateur, ça, oui. Ça, je recommande forcément. Alors, 500 Startups, on l'a fait, pour être honnête aussi, on n'a pas réussi à rentrer à Y Combinator. À l'époque, c'était un peu considéré comme le numéro 2 derrière c'est derrière ça. YC. 2, 3, il y a Techstar, etc. Mais c'était pas comme maintenant où c'est YC, puis il n'y a plus personne, quoi, globalement. Bon, il y a eu plein de problèmes. Le fondateur de 500 Startups est tombé avec MeToo, etc. Donc ça a changé. Mais c'était très très bien, honnêtement. Et eux, ils nous ont beaucoup beaucoup aidés. Et on est arrivé, mes 3 associés pourraient témoigner pareil, mais on est arrivé avec beaucoup de certitude, on est quand même un beau produit, on est pas mal, et au bout de 2 semaines, c'était la claque, quoi. C'était vraiment, en fait, un produit est pourri, on est nul, ça va pas, on va pas assez vite, etc. Donc on a appris des méthodes américaines qui sont peut-être aujourd'hui un peu plus développées, mais qui sont toujours quand même bien meilleures que nous pour exécuter un certain nombre de choses, je trouve. Donc de la simplicité, du rythme très rapide, de la comptabilité complète. Et comment dire, ça nous a surtout apporté de nous mettre dans le marché américain et de comprendre que le standard d'excellence, ce que je disais un peu au début. C'est un mindset, quoi. C'est vraiment plus un mindset que des choses techniques, pratiques, que même. Oui, on allait voir les clients, on allait voir Postmates et on a pu aller voir Postmates avec des sushis en voulant. Et donc s'asseoir et donc leur faire essayer un prix tel. C'était cool parce qu'on était là. Mais le vrai truc, c'est qu'on s'est mis à penser comme il faut qu'on arrive à compete, quoi, à dominer ce marché américain. Donc il faut qu'on ait un produit mais hyper pointu, qui aille très vite. Il faut qu'on ait un processus de vente très professionnel. Alors que si on était resté en France, honnêtement, je pense qu'on aurait une super traction en France. Mais avec le temps, on se serait un peu émoussé, quoi. Et on n'aurait pas. Là, on était confronté vraiment au meilleur. Donc c'est surtout ça, ce côté, ce mindset. D'accord. Et donc toi, après 500 Startups, tu décides de t'installer. Enfin, au début, tu pars pour quelques mois et ensuite, finalement, tu repars pour t'installer. En tant que CEO, finalement, on a souvent la question avec les startups, est-ce que je dois y aller, je ne dois pas y aller, est-ce que je recrute plutôt quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment le CEO qui doit y aller? Et finalement, quand tu décides d'y aller, c'est quoi l'impact, quoi, à ce moment-là? Corrige-moi si je me trompe, mais tu es marié, tu as 3 enfants au moment où tu décides d'y aller. Ça se passe comment? Alors, c'est pas simple, d'où le fait qu'il vaut mieux entreprendre avant d'avoir 30 ans. Comme ça, on a en général moins d'attaches. Et toi, tu avais 38, 39. J'étais marié à Arcole à 37. Tu vois. Et donc, j'avais déjà des enfants, etc. Donc, parce que c'est tout à fait possible, mais c'est plus de complexité, quoi. Et plus de contraintes, d'un certain côté. Alors, les premières choses, tu as plein de questions dans ta question. Mais, la question, est-ce qu'il faut envoyer un des fondateurs? Oui ou non, c'est oui.
Il n'y a pas d'option. Pas de débat là-dessus. Non, mais on va embaucher un VP Sales. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. Je ne connais pas de boîte pour qui ça a vraiment bien marché qui ait fait ça. Il n'y en a pas, vraiment. Et je suis pas VC, mais il y a des patterns quand même. D'accord. Mais si tu veux la croyance de se dire aujourd'hui, on est dans un monde global, tu peux vendre à distance et finalement le CEO peut rester là, embaucher un VP Sales américain, etc. pour commencer à défricher le terrain, ça ne marche pas pour toi? Non, pour moi, ça ne marche pas. Et à nouveau, c'est plus... Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté d'arriver à New York? Déjà, je suis arrivé et que j'avais une mission, je devais développer le marché. Et je me suis mis dans un environnement, dans un mindset, c'est toujours pareil. C'est à nouveau, c'est pas parce que j'étais dans la 5e avenue, je pouvais trouver des clients qui étaient là. Non, nous on vend par téléphone, c'est possible. Mais j'étais là où je devais être avec une mission. Ça aurait été très différent. Et donc c'était ma priorité numéro 1, je devais réussir, sinon qu'est-ce que je faisais là? Et d'ailleurs, de fait, après, au bout de 5 ans, le deal avec ma femme, c'était bon, on part 5 ans, après on revient. Bon, on est assez européen, on va dire. Et on est rentré, et d'ailleurs, moi je me suis dit aussi, waouh, c'est pas top pour la boîte, quoi. C'est bien pour moi, c'était un choix, ok, très bien. Mais on est en train de perdre le focus américain. Hein, parce que, bah oui, comme je suis rentré en Europe, par exemple, bah, le CFO, bah, hop, il s'est retrouvé à côté de moi. Et puis le CTO, il s'est retrouvé à côté de moi. Et donc, d'un seul coup, on pense à l'européenne. Bon. Donc, le premier truc, c'est très important d'avoir un founder. Est-ce qu'il faut que ce soit le CEO? Pas forcément. Il faut que ce soit un business guy, ça c'est sûr. Nous, on a eu la chance d'avoir... On est 4 co-founders. Donc, on a eu... moi, j'étais CEO. Jonathan, qui était plutôt partie commerciale, croissance, etc., marketing. Ensuite, 2 tech, un back-end, un front-end. Le front-end, donc co-CTO, on va dire. Le front-end est arrivé à New York 2 ans après moi. C'était pas mal, mais ça aidait pas forcément plus que ça. Ce qui aide vraiment, c'est le côté business. Donc, c'est beaucoup mieux si c'est le CEO. Et si c'est pas possible, il y en a un qui fait du bizdev, ça marche aussi. Ça aurait pu être Jonathan. Jonathan n'était pas vraiment mobile. Moi, j'étais plutôt mobile. J'avais des enfants, pour le coup, à qui je pouvais donner une éducation à l'américaine. Parler anglais, c'était pas un mauvais plan. Et ma femme a été gentille de se sacrifier, de sacrifier sa carrière un petit peu, et donc de se réinventer, de devenir entrepreneuse d'ailleurs. Donc elle ne regrette pas du tout. Enfin, très bien. Donc ça, c'est très important d'envoyer un founder, pas forcément le CEO, mais un founder business. Et si c'est le CEO, c'est mieux. D'accord. Et il y a plein d'effets collatéraux. C'est-à-dire que, et tu m'arrêtes si je suis trop long, mais pourquoi c'est très important? C'est le talent, ça fait tout dans une startup. Je pense qu'on est d'accord. Je dis rien de truc. C'est le talent des gens. Comment tu vas trouver des bons talents à New York ou à SF? Si tu envoies même ton premier employé, qui est un mec sympa. Je sais pas, moi, les premiers employés que j'ai eus qui sont restés, ils m'ont dit, mais moi, bosser avec toi, qui est un founder, tu as monté ce truc de rien, tu as levé de l'argent. Les gens admirent beaucoup. Tu as réussi à lever de l'argent, comment tu as fait? On n'a rien. Puis ils savent que le produit, il ne marche pas sur plein d'aspects. Ils sont là, mais comment tu fais? Et donc, c'est un argument de poids pour essayer de trouver des pépites de talent. Parce que sinon, on a vraiment le fond du panier, parce que le top du panier, il va chez Google, chez Meta, chez la super startup avec un CEO américain hyper charismatique, élevé avec Andreessen, etc. Donc, il faut avoir ce founder, cet ADN de founder. Ça aide aussi beaucoup. Donc, pour recruter les meilleurs aux US, en fait, toi, ce que tu dis, c'est, vu que vous êtes une startup française, les gens ne vous connaissent pas, t'as pas de marque, la seule chance que vous avez, c'est, voilà, je suis contacté par le CEO, tu fais la vente, tu fais le recrutement, il faut être sur place, donner de l'énergie entrepreneuriale. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a trouvé, avec beaucoup d'itérations, hein. J'ai fait toutes les erreurs qu'on m'avait dit de faire. On m'avait prévenu. On m'a dit, n'embauche pas trop vite, ne prends pas. Tu vas rencontrer des VP nord-américaines, des VP celles qui sont parfaits, qui limite parlent français, qui ont bossé pour la boîte française, et ça ne va pas marcher. Méfie-toi. C'est suspect quand ils sont sur le marché du travail. Ouais, mais moi, je suis tombé dans le piège. Et j'ai trouvé le VP, il avait bossé pour une boîte française, il avait réussi, mais elle venait de sortir. Alors, c'est vrai que tu as raison, il était dans une situation bizarre, il était machin. Et j'avais des petites ailes, des petits signaux, il me semble un peu à l'ancienne. Et voilà, et ça n'a pas du tout marché. Parce que, c'était un monsieur Playbook, mais notre produit, il était encore en construction. Donc, quand il s'est rendu compte que le produit n'était pas du tout fini, il dit, mais moi, je ne peux pas vendre ce produit-là. Je dis, mais si, tu peux le vendre. Mais pour le vendre, il faut y croire. Faut pas. Et donc voilà. Donc, j'ai fait plein d'erreurs, mais au moins, j'étais sur place. Et j'ai pu corriger assez vite. C'est ça. Donc, au final, tu ne regrettes pas finalement d'avoir fait ces erreurs, parce qu'il faut les faire. Et il faut les faire, parce que sur 10 employés, il va t'en rester 2. Et pour le coup, j'ai trouvé, et j'ai pu attirer avec énormément d'efforts, mais insurmontable, avec l'aide d'un chasseur. Mais même moi, j'allais le voir, je lui écrivais des mails tout le temps pour dire, viens. J'ai trouvé mon CMO, Jeff Rickers, un fantastique CMO. Vraiment, ce profil-là, jamais il était à Paris. Jamais. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il existe.
quelqu'un de brillant, et je l'ai trouvé parce que j'étais moi founder, et parce que j'ai insisté, j'ai pu être là, et qu'il était coincé dans sa startup qui n'allait pas décoller, et que j'ai pu le. Donc ça, c'est un profil que poacher. tu as chassé parce que tu étais sur place. C'est pas un profil entre guillemets. C'est un profil que tu as travaillé, que tu as travaillé au corps pour qu'il rejoigne Aircall. Exactement. Et que j'ai pu attirer pour moi, pour être honnête. Sans me jeter des fleurs. Mais ils ne me connaissaient pas. Et c'est des profils qu'il faut chercher quand on va aux US. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... J'ai rencontré plein de gens qui venaient de chez Google, Amazon et tout. Et déjà, c'est bien de les rencontrer, mais jamais ils vont venir chez toi. C'est pas possible. C'est très compliqué. Ils font attention à leur carrière, à leur truc. C'est un gros risque pour eux. Et moi, j'ai mon petit accent de Frenchie. Ils se disent... Il y a quand même une différence culturelle. Il n'y a pas d'histoire, pas beaucoup d'histoires de boîtes françaises. Maintenant, il y a Datadog, il y a des trucs comme ça. Il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en avait pas des tonnes. Et donc, à chaque fois, on essaie de les convaincre, puis ça ne marchait pas. Et un des trucs que j'avais trouvé, c'est de prendre vraiment des profils qui sont... Leur grand défaut, c'est qu'ils sont loyaux. Et donc, ils sont coincés dans une boîte par loyauté. Ils ne veulent pas lâcher la boîte, mais ils savent qu'ils doivent partir. Et donc, des gens qui ont fait des longues périodes, genre 5 ans, 6 ans. Et là, tu les prends, et là, tu les travailles au corps. Et mon CMO, c'était pendant 6 mois. 6 mois, je te travaille au corps. Et là, on peut trouver des top talents parce que ce n'est pas des mercenaires. Donc ça, c'est ta secret sauce. C'est un peu ton pattern. Surtout je vais pas chercher des gens qui ont fait 3 ans, même très successful, dans des super Stripe, machin. Ouh là là. Très risqué. Bon, c'est un conseil au moins pratique. Ouais. Et si on prend du recul maintenant, donc tu vas très vite aux US. Et une question que j'avais pour toi, c'est est-ce que finalement, c'est pas un énorme avantage, ou en tout cas un avantage compétitif, d'être une startup française aux États-Unis? Il y a plusieurs peut-être raisons intuitives. Finalement, quand on est une boîte française, on a accès à un certain nombre de subventions, c'est la Startup Nation, etc. Tu as accès à un écosystème qui est très favorable. Tu peux recruter, ou en tout cas, tu as une visibilité qui est plus importante. Tu peux recruter des ingénieurs de qualité mondiale qui vont coûter 3 fois moins cher qu'aux US. Et avec une possibilité, finalement, de vendre là où c'est le plus intéressant, c'est-à-dire sur le marché américain. C'est un plus. Est-ce que c'est un vrai plus d'être dans cette configuration ? C'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi. Hein. Donc, mais si on se concentre sur les avantages, déjà, pour moi, le coût, les subventions n'est jamais un facteur déterminant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller aux US sans avoir beaucoup d'argent, de ressources. C'est cher les US. C'est cher parce que les gens sont pas fidèles, parce qu'on fait des erreurs. Donc ça va coûter plusieurs millions. Vraiment, c'est suicidaire d'aller aux US avec moins de 5 à 10 millions. D'accord. Donc, toi, tu considères que... Nous, on y allait parce qu'on a fait la série A. Donc, on a fait un seed à 2 millions. Et ensuite, une série à 8 millions. Après le seed, il est hors de question d'aller aux US. Avec 2 millions en banque, ce n'est pas possible. Avec des gens qui prennent... Mon premier VP North America, il gagnait 400 000, 350 000. Donc, ça va pas aller vite. Pourtant, à l'époque, vous avez déjà des clients américains. Avant de lever la série A. On a des clients. On a des clients, mais on a aussi... on burn de l'argent aussi. Hein. Je veux dire, on n'est pas rentable. Hein. On est une boîte de software. On a beaucoup d'efforts sur l'infrastructure. À l'époque, on a une structure de coût qui n'est pas top. Parce qu'on fait quand même de la téléphonie, etc. Et puis, on a beaucoup de R&D. Et donc, pour aller aux US, il ne faut vraiment pas y aller avec seulement quelques millions. Il faut au moins 5 à 10, et aujourd'hui, je dirais plus proche de 10. Très bien, donc série A. Donc, quand on est rendu là, on n'est plus dans un jeu de coûts. C'est-à-dire que ce n'est pas les subventions de la BPI ou le crédit impôt recherche. C'est bien, c'est super. Mais ce n'est pas ça, en fait, le truc. Ce n'est même pas le coût des ingénieurs qui aide. Oui, c'est moins cher un ingénieur français, mais on peut se le payer en théorie. Là, par contre, on joue dans la cour des grands. C'est comme si tu disais, est-ce que c'est bien pour Brest de faire la Champions l'année prochaine parce qu'ils ont un avantage de coût ? Ouais, ils vont être frugaux, ils vont avoir la dalle, mais contre Manchester ou le Real Madrid, ça va être chaud aussi, quoi. Bon. C'est l'effet petit poussé aussi. Ouais, c'est ça, il y a une chance, mais c'est rare que ça aille jusqu'au bout. Après, la comparaison, je ne sais pas si elle vaut à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne gagne pas sur le coup. Autant au début, il faut être très très frugaux, on est d'accord, mais quand on va aux US, on y va parce qu'on a un peu d'argent. Bon. Donc là, on gagne vraiment sur le talent. Et alors là, ce qui est intéressant, l'avantage compétitif, là où je te rejoins, c'est sur la loyauté du talent, et notamment sur la tech. Nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on était une boîte quand même très cool en France, avec une équipe tech en France. Très cool, mais avec une vision globale, et notamment des US. Et ça, c'est très attirant pour les profils, parce qu'ils disent, la boîte a de l'ambition, et puis tous les ingénieurs, ils regardent les US. Bon. Et donc, on a eu beaucoup moins de rotation. Et de fait, à un moment, on a monté l'équipe tech à New York, parce que mon cofondateur, comme je te disais, m'a rejoint. Ça n'a pas été facile. Ouais. Et pourtant, il avait un fondateur. Et donc, il avait une amitié très proche, mais il y a quand même eu de la rotation plus forte, parce que les gens sont un peu des mercenaires, et pour un peu plus d'argent. Vous avez les mercenaires qui viennent parce qu'ils vous connaissent moins
et parce qu'ils sont là pour faire des coups. Finalement, quand ils se rendent compte que pour plein de raisons, préfèrent, ils ont une offre chez Amazon à $300 000, côté business, ils n'hésitent pas. Et de l'autre côté, effectivement, les Français qui sont plutôt des profils loyaux. Exactement. Et qu'on arrive à fidéliser aussi parce qu'on a cette histoire américaine. Donc ça, c'est un avantage. Donc ça aide beaucoup sur la tech. Comme tu sais, il y a un ramp-up time assez long, etc. Et après, est-ce que ça nous a aidé quand même, c'est pas évident. C'est pas évident avec une culture très française de comprendre justement comment filtrer les candidats. Moi, jusqu'à même maintenant, tu me mets 2 candidats, un Américain, un Français, je pense que je suis bien meilleur, juste au regard, juste au body language, à sentir le français. Le français, l'européen même, de manière générale. Et donc ça nous a amené à faire quand même un certain nombre d'erreurs, alors qu'on a corrigé, on a trouvé une super RH assez vite, etc. Donc je dirais plutôt à nouveau la loyauté, la fidélité des équipes, c'est peut-être le gros avantage plus que les coûts. Et tu fais bien un peu sur la transition pour l'aspect culture. Évidemment, culture, c'est un très grand sujet pour n'importe quelle startup qui devient un grand succès. La très grande majorité des fondateurs insistent beaucoup là-dessus. Ça a été quoi, toi, ta clé de succès? Comment ça fonctionne, les cultures entre la France et les US? Est-ce que tu divises les équipes? Tu as une partie des équipes qui sont des deux côtés. C'est quoi un peu ce que tu as appris, ce que tu aurais aimé mieux faire, ce que tu fais de bien en ce moment sur le sujet culture précisément? Ouais, ça c'est un sujet très intéressant parce que on a eu énormément de conversations. Tu avais un playbook ou quelque chose, enfin vous aviez écrit quelque chose dans le dur sur qu'est-ce que serait la culture Aircall, ce que vous voudriez... Alors, on avait écrit des sortes de playbook on veut créer une seule culture. D'accord ? On veut pas qu'il y ait la culture d'Aircall New York et la culture d'Aircall Paris. Et honnêtement, il y a eu des petites tensions, parce que quand même le business était géré à 75% de Paris au début, 25% les US. Donc il y avait quand même ce syndrome très français de dire nous quand même, on est de la partie qui compte et en plus on est quand même les meilleurs. Et c'est vrai qu'au moment où moi je montais les US, on avait des bonnes personnes, mais il y avait beaucoup de déchets dans mes recrutements ou dans des gens qui étaient même très bien mais qui partaient. Donc c'était pas facile, ça marchait aussi, mais un peu de tension et un peu de côté, un peu côté moi je sais comment faire et moi je sais comment faire. Donc au début, en fait, on a surtout créé des passerelles. Donc, on a créé des process qui disent les top performers de Paris, ils partent à New York. Une semaine, ils vont expliquer leur technique de vente à l'équipe commerciale et vice-versa. Pour faire comprendre aux gens qu'il y a des top performers à New York aussi qui vont venir t'expliquer comment ils font du marketing, des ventes, etc. ou de la tech. Tu vois. Donc ça, on a créé pas mal de moments-là. À l'époque, alors pré-Covid, on a fait aussi des events ensemble, etc. Mais globalement, pendant 4-5 ans, jusqu'à peut-être 150 personnes, on est resté... Néanmoins, il y avait des leaders assez régionaux. D'accord. Et au bout de 150 personnes, à partir de 150 personnes à peu près, là, on a commencé à shifter à avoir des leaders globaux, un peu partout. Donc, à dire, en fait, il y a une façon de vendre qui est la meilleure façon, une façon de faire de la prospection commerciale, des SDR, une façon de faire du marketing, etc. Et là, on a commencé à mutualiser. Et là, ça a créé d'un seul coup beaucoup plus d'alignement à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus un alignement qui était RH, on va dire. Donc, on envoyait les gens, on partageait, on faisait on avait des routines, quoi. Là, on est passé à un vrai alignement fonctionnel, fonction par fonction. Je ne sais pas si tu vois comme tu dis. Ouais. Et ça, je pense que c'était un très bon pas à faire parce que finalement, ça a créé des tensions. Il y a eu des départs parce qu'à un moment, il fallait choisir. Qui on prend, le leader des US ou le leader de l'Europe? Alors, le leader est plus gros, mais le leader des US a la plus d'expérience, etc. Qui on prend? Mais ça nous a bien préparé et maintenant, ça nous prépare à l'étape d'après qui dit maintenant, on a un CEO qui est aux US. Et alors là, toute l'exec team de la boîte tourne autour de New York. Ça, c'est encore un changement culturel. Mais heureusement qu'on avait déjà commencé à sédimenter, à globaliser ces fonctions. Ouais. C'est plus facile plutôt que d'avoir une sorte de village gaulois qui se referme sur lui-même. Je comprends. Et je voulais te poser la question, est-ce qu'il faut déjà avoir un mindset US en tant que CEO pour transmettre justement cette culture? Parce que, et quand je dis mindset US, c'est privilégier les ventes avant la construction du produit, etc. Et je pose la question parce que quand je vois ton parcours, on peut se demander, est-ce que finalement, toi, tu l'avais, ce mindset, quand on regarde ton parcours? Tu as un parcours brillant académique, tu fais HEC, BCG pour te former, ensuite ArcelorMittal, on a l'impression que tu coches des cases. Alors, c'est évidemment pas pour dénigrer, mais c'est vraiment le parcours super classique, super brillant. On fait HEC pour se prouver qu'on est capable, on monte le diplôme, etc. C'est super. BCG parce qu'on sait pas trop quoi faire. Et ensuite, on se forme, on continue. Voilà. Et ensuite, ArcelorMittal, c'est super. Je vais apprendre à manager.
Et en fait, est-ce que c'est le syndrome, est-ce que c'est pas un peu un mindset du syndrome, et je me force à être un peu provocateur sur la question, du syndrome, ok, je prouve d'abord que je sais faire et ensuite je lance, versus un mindset américain qui est de dire, en fait, je vais vendre, moi mon focus c'est la vente, et ensuite le produit on verra comment on va le construire. Est-ce que toi tu as réussi à faire ce shift? Ça t'a pris du temps? Comment est-ce que tu l'as incarné en sachant que, nous quand on pense à Aircall, pour nous, c'est une vraie boîte qui a un vrai mindset américain, qui a lancé les ventes d'abord et ensuite affiner le produit derrière. Tu me diras si c'est vrai ou pas comme analyse. Ouais, alors c'est marrant comment tu vois à titre personnel. Non, je peux pas dire que je suis devenu américain dans mon approche. Je reste encore si je te suis bien dans une approche qui est très. D'abord, je vais analyser, comprendre, essayer de trouver la solution de l'équation et après on va mettre en place l'équation. Par contre, c'est vrai que je suis devenu, en étant aux US, j'ai vraiment perdu ce qui devait rester un tout petit peu de perfectionnisme. C'est-à-dire maintenant on y va, on fait du business à mort, et puis on gérera ensuite. Voilà, après c'est des bons problèmes à gérer, quoi. Honnêtement, on a vendu à des clients, mais j'étais là, vous êtes sérieux, quoi. Enfin, il n'y a vraiment pas moyen. Rendre ce client heureux, ça va être extrêmement compliqué, quoi. Mais ok. Et après, on est sous pression et on fait le max, quoi. Et au pire, il y a eu plein de clients avec qui on a grandi, en fait, qui nous ont ramenés à l'étape d'après. Et puis à un moment, ils sont partis, mais c'est pas grave. Avec ça, le produit a fait un saut, etc. Donc, plus dans cet ordre-là. Ça, c'est vrai que je suis plus devenu comme ça. Et surtout, là, à nouveau, l'avantage d'avoir le CEO aux US, c'est que je drivais directement la roadmap produit. C'est-à-dire qu'on fait un produit de téléphonie, bizarrement, enfin, pas bizarrement, mais dans ce produit-là, il y a des spécificités locales. Il y a des extensions aux US. En Europe, tu dis pas, passez-moi l'extension 1403. C'est une bête feature de téléphonie de base. On l'avait pas. Et les clients disent, mais ça, c'est gênant, quoi. Je vais pas avoir un numéro par personne. On m'a dit, si, vous avez un numéro par personne. C'est quoi le problème? Ah non, en plus, c'est 6 € du numéro, bref. Et donc je drivais, pareil, sur les MMS. Qui utilisent les MMS en Europe, je sais pas. Mais aux US, c'est partout, quoi. Enfin, nous, c'est WhatsApp en Europe. Aux US, c'est pas WhatsApp. Donc, bref. Donc, on a toutes ces différences-là. Et l'avantage d'être là et d'être le CEO, c'est que quand moi je dis c'est important, parce que je suis au quotidien avec les sales qui disent il nous faut ça, et ça rentre dans la roadmap. Donc ça contrebalance le fait que les US ce ne sont que 25%. Tu vois. Et donc c'est vrai que ça nous a permis de aussi construire un produit plus global, en tout cas plus US-centrique, quelque chose qu'on n'aurait pas fait si j'avais pas été là. D'accord. Et globalement sur le sujet de culture, est-ce que il y a des choses que tu aurais faites différemment sur ce sujet en particulier? Il y a pas mal de startups aujourd'hui qui ont une vision globale et qui se disent en fait on va introduire l'anglais day one, tout le monde parle anglais, les communications par email c'est en anglais, on va commencer à recruter des gens qui sont anglophones dès le début, on n'a pas le droit de parler en français au bureau pour inclure tout le monde, etc. Est-ce que ça, il y a des choses sur lesquelles tu as des regrets, tu aurais aimé faire mieux? Je ne sais pas d'ailleurs si ça avait été le cas dès les premiers jours. Nous, on était en anglais dès le premier jour. Le premier jour, quasiment. On a incorporé la boîte en 2014 au Delaware. On est parti un an après faire 500 Startups et moi je suis parti 6 mois après. Donc on était et dès le début on avait 20% de nos clients qui étaient américains. Le premier site sur lequel on a lancé le bêta d'Aircall c'était Product Hunt ou Hacker News en fait. Mais bref, c'était des sites West Coast US. Donc non, ça on n'a pas eu le problème. C'est très compliqué de changer de ce que tu vois peut-être d'autres entrepreneurs qui ont fait le flip plus tard ou qui sont moins américanisés dès le début. Ouais, c'est compliqué. Ce que je regarde dans la culture, il y a un point qui est très important quand on scale une startup, et j'en ai déjà parlé, mais je sais que c'est basique, mais il n'y a que ça qui compte, c'est le talent, la gestion du talent. Et les premiers 50 employés sont critiques pour une boîte, mais critiques, et les premiers 150 sont aussi critiques. Et après ça reste important, mais après on est dans une logique où, en tant que CEO, au-delà de 150, la plupart des CEO, moi y compris, on a dit je ne vais pas faire toutes les interviews, je vais commencer à déléguer, quoi. Ok. Donc là, ce qui est critique, c'est d'avoir les bons execs qui vont cascader. Mais jusqu'à 150, on faisait dans tous les trimestres une revue qu'on appelait une salade de fruits. Bon, le concept étant de dire, il faut, s'il y a que des bananes, c'est sûr que moi je préfère les bananes, c'est mon fruit préféré dans une salade de fruits, mais s'il y a que des bananes, c'est pas drôle. Donc il faut de la diversité, mais en même temps un super bon assemblage. Bon, c'est un bête nom, mais bref, fruit salade en anglais. Et tous les trimestres, on se posait sur une matrice BCG, donc là tu prends le truc que j'avais créé, d'ailleurs que j'ai filé à pas mal de startups du Galion, etc. Qui, on règle la performance et la contribution à la culture, etc. Bon, c'est simple. Et c'est vrai que pendant trop longtemps, je pense, on a pris un biais assez français à l'évaluation de la performance et de la culture. Tu vois, c'est-à-dire qu'on mettait, comme par hasard, il y avait les piliers, le cadran tout en haut, super perf et super niveau d'inspiration, il tire les autres en haut. Il y avait quand même beaucoup de Français.
Et on a pris du temps à se rendre compte qu'on avait un biais cognitif assez fort. Et qu'en fait, voilà, pour nous, il fallait des gens qui soient très data, par exemple, tu vois, ou voilà, qui soient pas trop dry, par exemple. Alors qu'on avait des Américains très très bons, mais qui étaient dry, quoi. Qui étaient là pour l'argent. Ils étaient là, ok, mais après tout, c'est un sales, très bien. Et le mec était super bon, quoi, tu vois. Et pourquoi pas? Alors, quand même, dans la culture, c'est pas ça pour l'argent. Mais en fait, pour un sales, ça va, quoi. Et donc, on a mis un peu de temps, et c'est d'ailleurs nos équipes américaines qui ont dit, mais en fait, voilà, moi je pense que cette personne est top. On avait les 4 founders français qui disaient, ah non, mais pas du tout d'accord. Et elle dit, attends, mais j'en ai marre. À chaque fois que moi je propose quelqu'un, ça passe pas, et l'inverse, par contre, tu vois. Et à un moment, moi j'ai eu le déclic. J'ai dit, ok, on va se taire un peu. Parce qu'au final, avec le temps, en plus, les US est devenu notre premier marché, c'est un tiers maintenant du chiffre d'affaires. Donc, et notre équipe exec, ça a aussi changé, parce que je me suis un peu forcé à ramener des exécutifs américains. Donc à un moment un CFO américain et le CMO dont j'ai parlé, etc. Pour essayer de contrebalancer à un niveau plus senior, quoi. D'accord. Ça, c'est peut-être une erreur, j'aurais dû à refaire. Faut être conscient de ces biais cognitifs. Même quand on est dans une start-up et que c'est un peu la galère, que c'est la bataille. Et ces biais cognitifs, tu dirais que c'est les fondateurs ou c'est l'équipe en fait qui était majoritairement encore française? Les 50 premiers. C'était les fondateurs et les premiers employés, les premières dizaines d'employés qu'on a pris un peu comme nous, un peu à notre image. Ouais. Vous avez recruté des gens qui vous ressemblent. Ouais, je dois dire, qui avaient des grands traits culturels. D'un certain côté, assez peu de diversité, si je peux dire, ce qui était un problème, mais en même temps qui avait une force, qui avait ce côté de force intérieure. Vraiment le truc là, on veut sentir qu'il y a de la force, il y a un drive, il y a une capacité à traverser les murs, même si c'est des murs. Et ça, donc c'était très bien, mais à un moment il faut l'ouvrir aussi, parce qu'en plus on est devenus globaux. Et alors quand on a ouvert l'Asie, ça c'était encore un autre délire. Mais quand les US sont arrivés, c'était très important. Donc tu mets en place une culture qui fonctionne bien entre la France et les US, très bien. Maintenant, mini question pratique, décalage horaire, tu le gères comment? On sait qu'il y a des boîtes qui étaient à San Francisco qui se sont déplacées à New York parce que c'est moins compliqué. Ça, c'est de New York, ça se gère facilement. Comment pratiquement, c'est quoi? C'est des meetings C'est assez facile parce que New York ou toute la côte Est, c'est un must quand on est à Paris. Enfin, en fait, il y a quelques modèles à nouveau assez simples. C'est le plus simple. Donc, et notamment quand on a un business qui est à la fois en Europe et aux US. Ce qui peut marcher, il y a beaucoup de boîtes françaises qui partent à SF, mais où tout le monde bouge à SF. Ok, ça marche. Ou tout le business part à SF, la tech reste à Paris, mais il n'y a pas vraiment de business en Europe. Ça reste tout petit, et donc ça marche aussi. Nous, dans notre cas, la majorité du business en Europe, 2 tiers en Europe, 1 tiers aux US et la tech tout en Europe, il valait mieux qu'on puisse se parler. Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et honnêtement, on commence à 8h30 aux US, on commence plutôt aux US, 8h30, 14h30, ça nous fait une demi-journée. Ça se gère pas mal. On a démarré à SF, nous, pendant 4 mois, quand on était à 500 Startup, et là, ça se gérait très mal. C'est-à-dire qu'on faisait un call à minuit, si je me souviens bien, et un call à 9h du mat, heure de SF. Donc minuit SF, 9h du matin, machin, et 9h. C'était lourd. C'est-à-dire qu'on était en mode accélérateur, ça allait, on bossait 100 heures par semaine, pas de stress. Mais moi, j'aurais eu mes enfants, mon truc, j'ai pas envie de faire des calls tous les jours, à minuit, un petit stand-up, pour briefer les gars à 9h, c'est un peu plus compliqué. Mais tu arrives quand même à dormir ou tu checkes tes mails jusqu'à minuit? Ouais, c'est ça. Oui. Non, même en étant à New York, il y a un moment, on checkait jusqu'à minuit. Okay. Donc, effectivement, tu y vas, c'est une chose d'y aller, de recruter les bonnes personnes, d'avoir une culture harmonieuse. Maintenant, il faut vendre, évidemment. Avant d'aller aux US, tu as quand même quelques ventes aux US, mais qui représentent entre 15-20% de ce que vous faites. Est-ce que et vous considérez que vous avez en tout cas une bonne traction en France, que vous avez un début de product market fit ou un product market fit, est-ce que on peut dire qu'avoir un product market fit en France, c'est un bon indicateur d'avoir un product market fit aux États-Unis ou pas du tout? En fait, il faut complètement réinventer le produit, ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas dire ça. Les besoins des consommateurs ne sont pas extrêmement différents, globalement. Chaque produit est différent, mais dans notre cas, on ne peut pas dire que c'est extrêmement différent, mais ce n'est pas automatique, quoi. Et ça l'est d'autant moins que le consommateur américain est beaucoup plus binaire. Alors peut-être moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps, on avait quand même des clients européens qui étaient là parce qu'on voulait qu'ils soient là, quoi. Alors qu'eux, c'est pas sûr qu'ils voulaient être là. On les avait convaincus, on leur avait t'es là, vas-y, notamment des Français. On est ensemble, on est à côté, vas-y, etc. Je t'accompagne, etc. Et le produit répondait à peu près à leurs besoins, mais honnêtement, pas clair.
En tout cas, pas forcément pour le prix. Aux US, c'est beaucoup plus transactionnel. C'est connu, mais les clients se décident plus vite, mais c'est oui ou c'est non. Et donc, on s'est confronté avec cette approche un peu plus à l'européenne de dire, bon, ça passe, et qui n'a pas du tout marché, quoi. On s'est rendu compte que nos win rates, nos taux de conversion US étaient en fait au début beaucoup moins bons. Par rapport à la compétition ou par rapport à l'Europe, pardon. Oui. On dit sur le même produit. Alors, le win rate, c'est un indicateur product market fit, c'est pas le seul. Mais notre churn était aussi beaucoup moins bon. D'accord, c'est un autre indicateur. Et puis après, il y a le NPS, par exemple. Le NPS n'a jamais été extrêmement différent. Toujours un peu mieux en Europe, mais voilà. Mais notamment le win rate et le churn étaient historiquement moins bons aux US. Donc, ça ne nous a pas empêché de croître, mais ça rendait ça compliqué, parce qu'en fait, il fallait dépenser donc plus en marketing pour atterrir le même nombre de clients, etc., etc. Et ça nous a pris quand même quelques années d'augmenter les win rates en travaillant les fonctionnalités. Donc, à nouveau, je pense que le concept, l'idée d'Aircall, de dire on va complètement passer la téléphonie dans l'âge moderne, connecté avec des intégrations, etc., cette logique-là, elle a très bien résonné avec tout le monde. Et d'un certain côté, mieux avec les Américains au début, parce qu'ils étaient plus en avance. Mais il fallait quand même compléter certains types d'intégration. C'est-à-dire que Salesforce, qui était à l'époque, par exemple, un truc, Salesforce aux US, c'est un must. En tout cas, ça l'était. Dès qu'on veut avoir des gros comptes, maintenant HubSpot est monté, mais c'était un peu moins important en Europe. Il y avait plus de diversité chaque marché avait un peu ses solutions, etc. Donc, je dirais qu'il y a quand même une partie du product market fit qui était pas complètement validée. C'est pas automatique. Alors que l'inverse est plutôt vrai, de ma compréhension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt drivé par les US en se disant, si on a des bons win rates aux US, enfin, si on répond aux besoins des clients américains, on va répondre aux besoins des clients français. Et au pire, si on n'y répond pas, c'est parce que les clients français, européens ne sont pas encore assez avancés, mais ils vont y arriver. Donc, on va juste prendre les early adopteurs au début, puis après, on va monter. Est-ce que ça peut être une bonne manière pour les fondateurs français qui ne sont pas encore allés ou qui pensent y aller, de tester, en tout cas sur des premiers clients américains, pour vraiment avoir un vrai test produit? Parce que pour le coup, le feedback est plus rapide, le feedback loop est plus rapide, tout à fait. Et l'aspect pragmatique des Américains vaut peut-être beaucoup plus de valeur en feedback que celle des clients. Nous, c'était alors très early stage, c'était extrêmement utile, notamment des acteurs West Coast, des startups notamment, nous, on n'y connaissait rien quand même. Dans la téléphonie sur le fond, on n'y connaissait rien quand on a démarré. Enfin, il y avait Jonathan, mon associé qui faisait les ventes, un client qui dit, bon, vous avez un IVR, donc c'est un serveur vocal interactif, interactive voice response. Il prend le téléphone et puis il met sa main sur le combiné, il dit, c'est quoi un IVR? Je dis, c'est des trucs, je crois que tu tapes 1, tu tapes 2, pour naviguer. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, on va l'avoir. C'est sur la roadmap, ça arrive tout de suite, quoi. Alors qu'on n'avait jamais entendu ce mot-là avant, quoi. Bon, ça, on partait vraiment de très loin. Donc, et on a eu Bill Gates qui crée pour IBM, qui répond à l'appel d'offres d'IBM. C'est ça. Et qui au final crée DOS. C'est ça. Et donc, on a eu pas mal de clients, notamment West Coast, au début, quand on est parti Hacker News Product Hunt, qui étaient des startups, etc., et qui nous ont pas mal apporté en disant, mais les gars, c'est génial, c'est un webhook qui permet de loguer un événement Aircall dans mon HipChat, mon Slack, à l'époque, c'était même avant Slack, au tout début Slack. Et donc là, l'idée d'intégration, par exemple, l'idée d'intégrer complètement Aircall. La première intégration qu'on a fait Aircall très très tôt, jusqu'en Slack commence à démarrer, on a fait l'intégration et on a eu des reviews sur Internet, des gens qui disent mais c'est génial, c'est incroyable. C'est-à-dire que je crée dans mon channel et j'ai Aircall qui dit paf, attention, il y a tel client qui appelle, je peux l'assigner à quelqu'un. Je me disais là, c'est incroyable. Et ça nous a aidé à avoir une réputation un peu très innovante, alors que c'est un truc qui a mis quand même peut-être un an et demi à arriver en Europe, quoi. Et l'intégration dans pas mal d'outils, notamment CRM, et ce qui fait que vous avez une trajectoire fulgurante aux US. Finalement, qu'est-ce qui est intéressant dans cette approche intégration? Est-ce que c'est parce que vous avez des équipes de vente, vous avez une force de vente supérieure? Parce que finalement, quand Slack vend, quand Salesforce vend, quand HubSpot vend, ils font la vente pour vous aussi en leur disant vous devrez essayer Aircall, c'est super, etc. Ça fonctionne très bien avec nous. Ou est-ce que pour vous, c'est un moyen de dire on est intégré avec telle ou telle partie? Est-ce que ça vous rajoute des vendeurs? Ou est-ce que finalement, alors ça a des bénéfices de partout. Mais le premier bénéfice, c'est que ça nous rajoute des vendeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que la téléphonie, la voix, c'est très très dur à gérer. Et à gérer at scale et dans toutes les géographies. C'est vraiment compliqué, hein. C'est du live, du real time, etc. Donc à moins d'avoir des fils de cuivre, où là ça marche nickel, mais par contre, c'est très dur à intégrer. C'est dur à gérer. Donc en fait, les HubSpot, les Salesforce, tout le monde Zendesk, ils ont vraiment un pain. Parce que la plupart de leurs clients veulent être omnichannel, donc faire des chats, des messages, etc., mais aussi de la voix. Mais ils disent c'est une tannée à faire.
Donc, nous, on leur résolvait un problème. C'est-à-dire qu'on les aidait à augmenter leur win rates. Et donc, en fait, ils vendaient Aircall pour nous. Alors, on vendait nous au final, mais ils nous apportaient le deal en disant, voilà, j'ai ce client-là, par contre, il veut l'avoir, vous avez la meilleure intégration, donc je lui ai parlé d'Aircall, faites-lui une démo, et hop. Et vous y allez ensemble. Et on y va ensemble, exactement. Ça, c'était le premier bénéfice. Après, il y a d'autres bénéfices qui sont des clients qui utilisent Aircall tout seuls, qui disent, ah, mais tiens, j'aurais bien un CRM. Pas de problème, on va te ramener des choses comme ça. On avait aussi corrélé la rétention de nos clients avec le nombre d'intégrations. Plus ils avaient d'intégration, plus ils étaient sticky, évidemment, parce qu'en fait, tu t'organises toute ta manière de bosser. Et donc, quand tu avais 3 intégrations ou plus, alors là, le churn rate était minimal, quoi. Donc, il y a d'autres bénéfices. Mais le premier, c'était d'apporter un business. Et si tu me permets juste un point, parce que si le thème, c'est les US, énorme bénéfice là d'être aux US. Parce que tous ces acteurs, tous les grands softwares encore aujourd'hui, sont américains. Pratiquement tous. C'est-à-dire que le fait que moi, j'arrive aux US, que je trouve un CMO aux US, qu'on monte une équipe partenariat aux US, et qu'on soit à 200 km de HubSpot, ou qu'il y ait des hubs Salesforce, qui est Zendesk, etc., ça nous a permis de faire décoller ça. Et c'est d'ailleurs notre équipe partnership aux US qui a identifié HubSpot comme un potentiel. Moi qui connaissais la CEO, on connaissait tous les execs, on allait les voir tout le temps à Boston, et ça nous a amené à un partenariat unique. Ça, est-ce qu'on aurait réussi depuis l'Europe si moi j'avais pas été aux US ? Non. Est-ce que j'aurais connu Yamini, la CEO ? Peu probable, pas facile. Donc ça, c'était un vrai avantage. Et à nouveau, on était dans le même mindset, on se faisait les mêmes events. On était Boston, New York, quoi. D'accord. Donc oui, les intégrations effectivement très critiques dans la go-to-market. Il y a aussi les resellers. Enfin, je sais pas comment est-ce que parfois ça appelé. Il y en a qui les appellent les agents. Les master agents. Les master agents. Alors ça, est-ce que c'est aussi efficace ? Tu recommandes, tu conseilles ? Comment on les aborde ? C'est pas quelque chose qui est très connu. Non, ça n'existe pas vraiment en Europe. Ça n'existe pas vraiment en Europe. Pourtant, ça peut être quelque chose qui peut accélérer beaucoup de business. Toi, ton feedback sur. Je te réponds, puis peut-être j'élargis un peu la question, mais c'est le cimetière des bonnes idées qu'on a eues, quoi. Donc les master agents. Donc en fait, c'est pour toucher les business aux US, qui sont c'est un maillage très très grand. Dans tout le Midwest, il y a des boîtes qui font plein de choses. Bon. Il y a donc des agents, il y en a des dizaines de milliers, donc des gens qui vont aller voir les boîtes et lui dire, tiens, est-ce que tu veux une nouvelle solution de téléphonie, des nouveaux ordi, une nouvelle solution de sécurité, bon. Et tous ces agents qui sont donc des dizaines, peut-être 30 000 ou 40 000, ils ont des master agents, il y en a 7 ou 8. Et donc, passer par les master agents, c'est on signe un contrat et puis on a accès d'un seul coup à 5 000 ou 10 000 agents, génial, quoi. En théorie, bien. Après, il faut activer ce réseau-là. Ça n'existe pas en Europe, même si les Américains essaient de monter ça en Europe. En théorie, c'est super. Et c'est la clé pour sortir des grandes métropolitanes REAS comme la côte ouest, la côte est. En théorie, ça c'est ce qu'on nous avait dit, on a essayé comme des fous, réessayé avec mon directeur marketing américain, donc là vraiment on était là-bas, et on n'a pas réussi. Et on a abandonné. Et en fait, on s'est rendu compte que certains de nos concurrents y arrivent, il y a des grosses différences en fait, et ça ne marche. C'est très dur à faire marcher en SMB. C'est vraiment une logique de mid-market et de enterprise. Ou bien, pour du SMB, il faut quelque chose de très simple, facile à vendre. Nous, Aircall, c'est pas facile à vendre. C'est des intégrations, c'est de la data, c'est de la productivité. C'est pas simple à vendre. D'accord. Donc en fait, les agents, ils apportaient. C'était compliqué. Il valait mieux qu'un de nos commerciaux qui connaît parfaitement le produit guide le client. Là, l'agent, ça marche pas. Et donc ça n'a pas marché pour nous, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher pour des boîtes. Il y a beaucoup de boîtes, même françaises, quand ils ouvrent ça, là c'est magique. Et il y a une deuxième erreur qu'on a fait, juste en épilogue là-dessus, c'est les grands deals corporate. On avait un grand deal avec Verizon, qui est venu nous voir. Verizon, le plus grand telco, un des plus grands telcos du monde. Attention, méfiance. Mais ça, je pense que c'est vrai en Europe aussi. Mais alors là, la petite start-up européenne qui veut dealer avec le mastodonte US, on a passé 1 an et demi. Alors là, pour le coup, on a rien perdu parce que c'est Verizon qui a tout payé. Mais on s'est un peu épuisé parce qu'à nouveau, produit trop compliqué. Les vendeurs Verizon, ils vendent des téléphones, du Wi-Fi, des ordis, du Microsoft Outlook et Aircall. Ouais. Quand vous n'avez pas la priorité 1 du produit. Non, c'est ça. Et on est le truc le plus compliqué qui amène le plus de problèmes. Donc les vendeurs, à un moment, ils étaient là, vas-y, j'ai trop de choses, je préfère vendre un iPhone. Voilà. Et plus ça, plus toutes les problématiques classiques de corporate, c'est-à-dire au bout d'1 an, notre sponsor change. Bah oui, ça arrive, il change de job, donc on se retrouve quelqu'un dont c'est pas le projet, donc il faut le remotiver, mais il n'est pas très motivé, etc., etc. Donc ça, il faut faire très attention. Voilà, c'était une leçon des US. Donc tu craques effectivement le go-to-market avec les intégrations notamment. Forcément, vous faites du bruit, les fonds américains commencent à s'intéresser à vous.
Comment est-ce qu'on échange ou on commence une discussion avec un fonds américain? Quand je discute avec des fondateurs, on a souvent cette approche, cette question, ces interrogations. Les fonds américains, c'est pas la même chose que les fonds européens. Les fonds européens cherchent à minimiser le risque dans leur investissement. Les fonds américains, ils cherchent à maximiser le potentiel. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Tu as un avis là-dessus? Toi, est-ce que tu discutais de manière différente avec les uns les autres? Est-ce que tu as un retour d'expérience sur les différentes conversations que tu as eues entre les différentes alors la première chose, c'est le mindset. C'est très important. C'est-à-dire que le mindset d'un fonds américain, c'est le même que celui d'un sales américain ou d'un client américain. Transactionnel. Transactionnel, on est là pour gagner, on y va, quoi. On gagne, on avance, quoi. Moi, mon problème, c'est que j'ai cette honnêteté, comme tu disais, ce parcours de bon élève, j'analyse, etc. Et je suis des fois trop honnête sur la situation de la boîte. Bon, ça va, mais on aurait aimé faire mieux, mais ça va. Oh là là, mec, comment ça, vous auriez aimé faire mieux? Pourquoi vous faites pas mieux, etc. Donc, il faut se mentaliser comme CEO. Et à nouveau, quand je faisais des roadshows, je me souviens du roadshow de la série C, juste avant le Covid, janvier, ça c'est très bon sens du timing de ma part d'ailleurs, janvier, février, on va lever et on devait signer un term sheet en mi-mars, la semaine où Donald Trump a fermé les frontières et le Dow Jones a perdu 30%. Ce qui fait d'ailleurs que les Américains comme les Européens qui avaient les term sheets les ont retirés. C'était assez unusual, assez inhabituel. Et bon, bref, comme quoi, Européens ou pas, c'est pareil. Mais donc, ce roadshow-là, c'était vraiment, voilà, on est des winners, etc. On met de côté un peu nos valeurs d'humilité, enfin, c'est important, mais on a quand même des valeurs de on va tout défoncer, etc. Donc ça, c'est très important. Il y a effectivement un focus toujours beaucoup plus clair sur le succès. C'est what does success look like, quoi. Est-ce qu'avec vous, je peux faire une unicorn, voire une décacorn, quoi. C'est ça, plus que ça pourrait ne pas marcher. Parce qu'il y a une logique de portfolio qui est très très claire. Et donc, s'ils voient que, ok, vous faites 10 millions d'ARR, mais je ne vois pas comment vous allez en faire 100, en fait, je ne vois pas, bah, ils passent. Alors qu'un fonds européen va être effectivement plus à se dire, bon, de toute façon, je ne crois pas que ce truc vaudra jamais 1 milliard, honnêtement, mais voyons voir si on peut au moins ne pas se planter, quoi. Alors, ça a un peu changé ce que je dis. Ce que je dis, il faut se souvenir, Bien sûr. Je suis pas un vieux, mais ça change et il y a de plus en plus de maturité dans l'écosystème européen, mais ça reste un peu comme ça, notamment early stage, je trouve, des fois. Et c'est souvent une approche, en tout cas les fondateurs, la réputation des fonds américains versus européens existe, et donc les fondateurs veulent parler le plus rapidement possible à des fonds américains. À quel moment est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Est-ce que les fonds américains ont besoin de voir une traction américaine? C'est un peu ça, c'est-à-dire si tu veux lever avec un fonds américain, est-ce que finalement tu n'as pas besoin d'avoir déjà quelques clients américains pour y aller? Honnêtement, j'ai pas réussi pendant des années à lever avec un fonds américain, et ça a été avec un vrai fonds américain, si je puis dire. Et ça a été une source de frustration pour moi, parce que j'étais à New York, donc on a levé avec New Fund, d'accord, ensuite Balderton, fonds anglais, qui est pourtant, bon, mais qui n'est pas aux US, mais qui a un mindset très global, mais ok. Et ensuite je suis parti aux US. Et là, série B, Draper Esprit, donc Molton. Et là, on a un follow-on fund américain, West Coast, qui est super d'ailleurs. Ben Fu, un super investisseur, vraiment là, génial. Founder friendly comme jamais. Mais c'était un follow-on, c'était un petit ticket. Et donc la série C, on avait différentes offres, et j'ai pris l'offre d'un gros fonds américain pour avoir ça. Et je ne pouvais pas le faire avant parce qu'en effet, on n'avait pas assez de traction. Soit je venais d'arriver aux US, soit voilà, on n'avait pas trop d'équipe. Notre équipe de leadership était très très française, le temps que moi je fasse mon trou, etc. Donc ça a été compliqué, mais honnêtement, à refaire, je serais moins obsédé d'avoir un fonds américain. C'est pas ça le plus important. Enfin, on n'a pas trop mal réussi. C'est pas grâce au fait d'avoir un fonds américain, c'est grâce à avoir des bons partenaires. C'est-à-dire qu'il faut vraiment privilégier le partenaire du fonds. Le partenaire, la personne qui va être au bord tous les jours, qui à un moment va dire « Ok, on vote pour, on vote contre, on y va ». C'est le partenaire qui dit faut aller aux US. Oui. Comme Balderton a dit il faut aller aux US, comme New Fund a dit avant, les gars, il faut aller aux US là. Mais au bout d'un moment, si tu veux lever avec des fonds qui sont capables de mettre 150 millions sur la table, il n'y en a quand même pas beaucoup en Europe. Et quand tu regardes aussi, alors licorne, on peut dire ce qu'on veut, etc. Si tu regardes la liste, la très grande majorité on le fait avec des fonds américains parce qu'ils ont les reins plus solides, ils sont capables de prendre ce genre de risque. C'est sûr. Mais et nous, alors, on n'a pas, notre dernier tour n'était pas avec un fonds américain, si on peut dire, c'est Goldman Sachs. Donc c'est Goldman, l'équipe de UK, mais c'est un fonds global. Est-ce qu'on considère Goldman comme américain? Je peux dire oui, je suppose. Oui, on peut dire ça. C'est un fonds late stage fund. Donc ça se fait naturellement. Disons que ça se fait naturellement parce qu'aussi, on commence à faire 150 millions d'ARR, dont 50 aux US. Bon, bref. C'est sûr qu'il y a des boîtes, là, je discutais avec une boîte la semaine dernière où ils ne font pas de vente aux US du tout. Je dis, c'est compliqué.
C'est compliqué. Mais ça vient naturellement. Une fois que le CEO a bougé aux US, que le business se fait en partie aux US, et que l'exec team, ils sentent que l'exec team commence à être une vraie boîte globale, ça passe, quoi. Okay. Et fast forward, donc tu lèves avec Goldman en série D, sur une levée de fonds qui a fait beaucoup parler d'Aircall, parce que ça vous fait rentrer dans la liste des licornes françaises, etc. Pourquoi est-ce qu'on continue à dire, et notamment avec une communication où vous indiquez que vous préparez l'IPO pour bientôt, pourquoi est-ce que c'est un meilleur endroit, le Nasdaq, pour faire une IPO? Pourtant, il y a des bourses en tout cas des places de marché européennes, mais pourquoi cette obsession? En fait, le Nasdaq, NYSE... C'est intéressant. Alors, c'est effectivement une discussion qu'on a eue, on l'a eue en 2021. On a fait cette levée, la série D, et on l'a fait avec Goldman Sachs aussi en se disant on est pré-IPO. C'est-à-dire que quand on a Goldman à la cap table, bon, c'est cool. Et de fait, ils nous ont beaucoup aidé à structurer la boîte, la compliance, des due diligence plus lourdes, j'imagine, extrêmement lourdes. Mais c'était sauvage. C'était vraiment sauvage. Mais par contre, après, on avait un playbook pour les 2 prochaines années, nickel. C'est exactement ce qu'on doit fixer. Ils ont été très compréhensifs sur les ressources qu'on avait, l'importance de croître aussi et de ne pas s'arrêter. Mais ça nous apportait beaucoup. Et à l'époque, on était une Delaware C Corp. On était aux US, moi j'étais aux US, l'exec team, donc c'était assez naturel. Les arguments, c'est toujours les mêmes. Il y a plus d'historique. Tous vos pairs, Ring Central, tous les grands pairs, 8x8, etc., Five9, ils sont aux US. Donc c'est là que les fonds investissent. Ils regardent les indices de l'industrie. Vous allez rejoindre cet indice-là, c'est plus simple. En Europe, il y avait l'argument que les valos sont plus faibles, mais ça peut se discuter. D'accord. Mais en théorie, oui, elles sont plus faibles et un peu moins volatiles. Ok, mais surtout, il n'y avait pas trop de références. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, attends, on a créé la boîte aux US, on a développé les US, le CEO là-bas, on a levé avec Goldman Sachs, par défaut, tu vois. Mais honnêtement, on n'a pas non plus fait l'exercice poussé à fond. À ce moment-là, d'ailleurs, j'ai embauché l'ancien CFO de Ronext. Donc lui avait une opinion pas forcément alignée avec ça. En disant, je trouve que l'Europe, ça peut aussi être très bien. Enfin, faut pas être dogmatique. Mais le marché s'est retourné fin 2021. Donc là, en fait, on a dit, ok, là maintenant, le thème, on va plutôt parler de break-even, profitable growth, machin, etc. Et l'IPO, la fenêtre d'IPO s'est fermée pendant 1 an et demi. Ça reprend doucement, mais il y a vraiment... Bon. Et nous, on était à l'époque à moins de 100 millions. Donc on s'est dit, c'est plus à l'agenda, nous prenons pas la tête. Donc on l'a pas complètement creusé. Je pense que les 2 options sont potentiellement valides. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, encore pour aujourd'hui, et d'autant plus avec un CEO d'Aircall maintenant qu'américain, autant sortir au Nasdaq, au NYSE, plutôt NYSE d'ailleurs pour nous, parce que nos pairs, nos comparables sont là. D'accord. Et Olivier, dernière question, promis. Donc on est en 2022 et tu décides de recruter un CEO US. D'ailleurs, tu l'as fait plusieurs fois depuis. Oui, j'en fais une habitude. Pourquoi le faire à ce moment-là? Quel learning? Est-ce que tu aurais dû le faire plus tôt? Est-ce que c'était le bon moment? Et finalement, pourquoi tu le fais, quoi? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le process de réflexion et voilà, nous raconter l'histoire. D'accord. Alors c'est une histoire c'est à la fois intime et intéressante. Moi, je suis parti aux US avec une mission, avec aussi un engagement familial de dire on y va 5 ans, mais voilà, les enfants apprennent l'anglais et mon épouse a dit ok, je donne 5 ans, mais voilà. Après, on rentre. Les 5 ans sont passés, le Covid est passé par là, etc. Et à un moment, on s'est dit il est peut-être temps de rentrer. Au moment où on a fait la levée avec Goldman Sachs d'ailleurs. Même moment. Donc, et là, on est rentré. Puis il y avait d'autres arguments, d'autres raisons familiales, on va dire, qui fait qu'on a besoin de se rapprocher de la famille. Voilà, on arrive à l'âge qu'on arrive et nos parents aussi. Bref. Et donc, on voulait se rapprocher. Et donc là, je suis rentré en Europe, ce qui n'était pas forcément un problème parce qu'on avait un bureau à Madrid. Moi, je suis revenu à Madrid parce que c'est là où mes enfants sont nés, etc. Bon, on avait Madrid, Paris, New York. J'avais monté une équipe de 150 personnes à New York. Ça passe. Et Goldman qui vient de rentrer dit, écoutez, ça passe, ok. Mais alors, c'est ce que je vois. Ce que je vois, c'est qu'en fait, il se passe plusieurs choses. Je sens qu'il y a encore beaucoup de chemin devant Aircall. Il y a un chemin peut-être d'aller en bourse. Donc là, il faut, le marché se retourne, il faut rationaliser, mais l'histoire est loin d'être finie. Moi, je suis rentré en Europe, donc je commence à penser de plus en plus à l'européenne. Enfin, mon centre de gravité mentale se met plus sur l'Europe. C'est bête à dire, mais j'écoute moins les problématiques US. Et on a tapé cette valorisation un peu théorique, mais d'1 milliard, de 100 millions, et on se dit,
Moi, je me dis, mais en tant que founder, on se dit, mais on a un peu fait le taf, quoi. Enfin, nous, au départ, on voulait juste monter une boîte, voir si on était capable, quoi. Et là, on se dit, waouh, on a vraiment fait le taf. Il faut un CEO professionnel sur le. On s'est dit, il y a un prochain chemin qui passe de 1 milliard à 10 milliards. Je me dis, waouh, ça va prendre 10 ans, ou de 1 à 5. À voir, mais le deal avec Goldman, c'est 1 à 5, quoi. Bon, voilà. Et ce chemin, il est américain, il est long, il passe par une boîte publique, c'est-à-dire beaucoup de pression, de gestion financière, de skills où je me dis, je me sens pas complètement à l'aise. Alors de ce côté, ayant fait BCG, Arcelor, je peux être à l'aise avec les grosses boîtes, mais je pense que j'ai un tempérament créatif, etc. Il y a toujours de la créativité dans un job de CEO, mais il y en a plus évidemment au tout début quand on part d'une feuille blanche. Bon. Et donc assez naturellement, je me dis, mais en fait, voilà, finalement, ce changement de géographie pour moi, il ouvre peut-être la porte à ramener un CEO américain. Et c'est assez logique. Alors après, l'erreur que j'ai fait, c'est de prendre la mauvaise personne, et donc là de galérer, parce qu'on a pris donc un CEO qui n'a pas fonctionné. Donc je suis revenu pendant 6 mois, et donc là on a dû se mettre break-even, parce que le CEO n'était pas en logique, on va se mettre break-even. Donc là donc forcément au prix d'efforts humains et de coûts. Et on a ensuite finalement retrouvé le bon CEO qui est là depuis pas longtemps, depuis quelques mois, mais qui apporte, c'est vrai, une vision que moi, j'aurais pas forcément pu apporter. Déjà aussi une fraîcheur. Faut pas, pour les entrepreneurs, s'il y en a qui sont dans leur boîte depuis, à partir de 8 ans, 7-8 ans, il peut y avoir une certaine fatigue. D'accord ? Et je pense qu'il faut la gérer. Le job de CEO, c'est se réinventer tous les ans. Je me suis réinventé tous les ans parce que la boîte double de taille. Donc, il faut, d'un seul coup, il y a des choses que je vais plus faire et d'autres nouvelles choses que je vais faire. Et là, entre le Covid, mon changement personnel, cette grande levée, et le changement de géographie, je me suis un peu moins projeté. Je me suis dit, voilà, quelqu'un aura peut-être aussi une vision plus fraîche. Et Scott, notre nouveau CEO, a une vision très, un souffle, que peut-être, tu vois, qui est très agréable à voir. Moi, je suis toujours au board, etc. De voir, ok, et puis il a l'envie, il dit, ouais, maintenant, pour moi, je suis day one, quoi. Je suis au tout début. Maintenant, il va falloir que je vais monter cette boîte, quoi. Donc, il y a beaucoup d'upside si on ne se trompe pas de personne, évidemment. Magnifique. Olivier, un grand merci pour ton temps, c'était vraiment passionnant. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Je te souhaite beaucoup de succès avec l'IPO et les prochaines étapes de développement d'Aircall. Et voilà, merci à tous pour votre écoute et à très vite sur Scale to America. Merci Salim.